Salut tout le monde, c'est Pity Champi. C'est difficile en ce moment, hein. Les créatures là derrière qui commencent à pousser, qui commencent à faire un peu n'importe quoi. On sent que la fin du monde approche et ça remue derrière, hein. Enfin bon, on m'a dit comme ça. Ben voilà, j'ai des relations via mes créatures et tout ça. On m'a dit comme ça qu'en fait la fin du monde ce sera pas encore. Par contre, ce qu'il y aura le 21 décembre, là, dans quelques jours, ce sera une émergence de phénomènes particuliers. Et vous savez pourquoi? Parce que le 21 décembre 2012 correspond au nouveau cycle cthulien. Et ouais, c'est ça en fait le truc. C'est que là, il va y avoir une grosse teuf de la part de tous les demi-dieux, dieux, démons, créatures bizarres et autres suppôts de ces créatures-là, issues du Necronomicon. Il va y avoir des incantations dans tous les sens. Voilà ce qui va se passer. Alors c'est pas la peine d'aller vous construire un bunker, ça servira à rien. Par contre, attendez-vous à voir des choses bizarres dans tout ce qui est milieu aquatique. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, on va faire cet épisode 2 du Necronomicon, enfin, de l'appel de Cthulhu, surtout, avec l'histoire le récit de l'inspecteur Legras. Cette partie étant un petit peu plus longue que les autres, j'ai prévu un petit élixir, voilà, c'est pour ma voix. Vu qu'elle a tendance à se barrer un peu, vous l'avez vu à l'épisode précédent, hein, j'ai eu un peu de mal sur la fin. Ben là, grâce à ça, je pourrais tenir peut-être un petit peu. Donc si vous me voyez siroter un petit coup, c'est juste pour éclaircir ma voix. Voilà. Sur ce, commençons le récit de cet inspecteur Legras. Les éléments plus anciens qui avaient conduit mon oncle à accorder tant d'importance aux rêves et aux bas-reliefs du sculpteur formaient la seconde partie de son long manuscrit. Manifestement, le professeur Angel avait déjà, une fois auparavant, contemplé les contours infernaux de la monstruosité sans nom, médité sur le sens de ces hiéroglyphes inconnus, et entendu prononcer les lucubres syllabes que seul peut retranscrire le vocable Cthulhu. Et tout ceci via un concours de circonstances, à la fois si terrible et si exaltant, qu'il n'était guère étonnant qu'il eût ainsi pressé Wilcox de questions et de demandes de précision. Cet événement s'était déroulé 17 ans plus tôt, lors du colloque annuel de la Société américaine d'archéologie qui s'était tenu à Saint-Louis en 1908. En raison de sa compétence et de nombreux travaux, le professeur Angel occupait une place prédominante au sein de tous les débats. Et, de tous ses collègues, il était de ceux que certains historiens amateurs, profitant de l'événement pour soumettre leurs questions et problèmes divers à l'expertise et à la sagacité des savants, venaient consulter les premiers. Le plus notable de ces spectateurs, qui devint rapidement le centre d'intérêt de toute la manifestation, était un homme d'âge mûr et d'aspect banal qui avait fait le voyage depuis la Nouvelle-Orléans pour obtenir des renseignements que personne n'avait pu lui donner sur place. Il s'agit de l'inspecteur John Raymond Legras, et il exerçait le métier d'inspecteur de police. Il avait apporté avec lui l'objet de sa visite, une statuette repoussante et grotesque, visiblement très ancienne, dont il ne parvenait pas à déterminer la provenance. Mais il ne faut pas en déduire pour autant que l'inspecteur Legras fût féru d'archéologie. Bien au contraire, seules les considérations d'ordre purement professionnel motivaient sa demande d'éclaircissement. La statuette, idole, fétiche ou quelle que soit sa nature,
avait été saisi quelques mois plus tôt dans les bayous du sud de la Nouvelle-Orléans au cours d'une rafle visant un présumé rassemblement vaudou. Les rites qui s'y pratiquaient étaient si déroutants et si abjects que la police avait dû se rendre à l'évidence. Elle venait de mettre à jour un culte maléfique, jusqu'alors inconnu et infiniment plus diabolique que même les plus ténébreuses cabales du vaudou africain. De ses origines, en dehors des fables extravagantes et ineptes extroquées au séé de capturer, rien n'avait pu être découvert. Voilà pourquoi la police de la Nouvelle-Orléans se tournait désormais vers n'importe quelle autorité scientifique pouvant l'aider à identifier l'abominable idole et à travers elle à remonter la secte jusqu'à sa source. L'inspecteur Legras était loin de se douter que sa statuette provoquerait une telle émotion chez les savants. Un simple coup d'œil jeté à l'objet suffit à les plonger dans un état d'exaltation fébrile, et tous se pressèrent bientôt autour de lui pour examiner la minuscule effigie, dont l'étrangeté absolue et l'état d'antiquité aussi indéniable qu'abyssal ouvraient des perspectives inédites sur une ère archaïque encore ignorée. Aucune école de sculpture n'avait pu engendrer cet objet terrible, dont la pierre terne et verdâtre semblait attester le passage de centaines, voire de milliers d'années. L'effigie qui passa lentement de main en main pour que chacun puisse l'étudier de près, mesurait une vingtaine de centimètres et témoignait dans son exécution du plus haut raffinement artistique. Elle représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, mais doté d'une tête de pieuvre, dont le visage n'était qu'une masse grouillante de tentacules. Son corps d'apparence caoutchouteuse était recouvert d'écailles, et ses 4 membres étaient pourvus de griffes prodigieuses. 2 longues ailes étroites se déployaient dans son dos. Cette créature, dont semblait soudre une effroyable et surnaturelle malignité, affichait une corpulence quelque peu boursouflée et trônait accroupi dans une attitude malfaisante sur un socle ou un piédestal rectangulaire recouvert de caractères indéchiffrables. Les extrémités de ses ailes touchaient l'arrière du piédestal. Sa croupe en occupait le centre, tandis que les longues griffes incurvées de ses membres postérieurs, fléchis, agrippaient la face avant du socle de pierre et s'étiraient sur un bon quart de sa hauteur. La tête du céphalopode était inclinée vers l'avant, si bien que les terminaisons de ses appendices faciaux effleuraient le dos de ses puissantes pattes intérieures. Elle-même refermée sur les genoux, relevée à cause de sa position accroupie. L'aspect général de la créature dégageait une singulière impression de réalisme, rendue plus subtilement déplaisante encore du fait de l'origine totalement inconnue de la statuette. Son incommensurable et vertigineuse ancienneté était indiscutable. Rien cependant ne permettait de la rattacher à quelque sorte d'art pratiqué aux jeunes heures de la civilisation, ou même de quelque autre ère que ce fût. Plus saisissant encore, le matériau lui-même constituait une énigme, car cette pierre grasse d'un noir verdâtre moucheté de particules dorées et de stries iridescentes ne figurait dans aucune des classifications de la géologie ou de la minéralogie. Les caractères qui ornaient son socle étaient tout aussi troublants, et aucun des savants de l'Assemblée, malgré la présence d'une bonne moitié des plus éminents spécialistes mondiaux en la matière, ne parvint à leur attribuer la moindre parenté linguistique. À l'image du sujet de la sculpture et de son matériau, il appartenait à quelque chose d'affreusement étranger à l'humanité telle que nous la connaissons. Quelque chose qui évoquait des cycles de vie immémoriaux et impies au sein desquels notre monde et nos conceptions n'avaient pas leur place. Toutefois, alors que les scientifiques secouaient un à un gravement la tête et avouaient leur incapacité à résoudre le problème de l'inspecteur, un homme parmi cet aréopage d'experts crut déceler dans la forme monstrueuse de l'objet et ses hiéroglyphes certains éléments qui lui étaient étrangement familiers. Et c'est sans attendre qu'il exposa timidement à ses confrères le peu qu'il savait. Il s'agissait de feu William Channing Webb, professeur d'anthropologie à l'université de Princeton,
et explorateur de quelques rônes. Le professeur Webb avait entrepris 48 ans plus tôt d'arpenter le Groenland et l'Islande à la recherche de certaines inscriptions runiques qu'il avait échoué à exhumer. Et c'est sur la côte occidentale groenlandaise qu'il avait fait la rencontre d'une surprenante tribu ou secte d'esquimaux dégénérés dont la religion, une forme curieuse de culte du diable, l'avait désagréablement frappé par sa férocité et sa barbarie délibérée. De cette religion, les autres esquimaux ne savaient pas grand-chose, et ils n'osaient pas la mentionner sans frissonner, prétendaient qu'elle puisait son origine dans des âges affreusement reculés, antérieurs à la création du monde. En plus de pratiquer des rites indicibles et des sacrifices humains, ces adeptes célébraient de saisissants rituels héréditaires, officiaient en l'honneur d'un tout-puissant démon ancestral, ou Tornazuk. Des rituels dont le professeur Webb avait dressé une rigoureuse retranscription phonétique auprès d'un vénérable Angekok, ou prêtre sorcier, transposant du mieux qu'il put ces litanies en lettres romaines. Mais ce qui semblait à présent le plus important était le fétiche adoré par les adeptes de cette secte, autour duquel ils dansaient quand les aurores boréales enflammaient les cieux par-dessus les hautes falaises de glace. Il s'agissait, indiqua le professeur, d'un très grossier bas-relief de pierre, constitué d'une hideuse figurine et d'une inscription cryptique. Et pour autant qu'il pût en juger, elle constituait une réplique grossière, mais fidèle, de la créature bestiale présentée aujourd'hui devant l'assemblée d'historiens. Cette information, accueillie avec stupeur et émotion par les savants, fit le plus grand effet à l'inspecteur Legrasse, qui ne tarda guère à presser de questions le professeur Webb. Ayant pour sa part copié par écrit l'une des prières prononcées par les séides des marécages que ces hommes avaient arrêtés, il implora le professeur de se rappeler le plus précisément les syllabes recueillies auprès de ces esquimaux adorateurs du diable. Il s'ensuivit une exhaustive comparaison de détails à laquelle succéda un moment d'effroi silencieux quand l'officier de police et le scientifique convinrent qu'une phrase était commune aux deux rituels infernaux, que tout, pourtant, opposait. Voici en substance ce que les sorciers esquimaux et les prêtres des marais de Louisiane avaient psalmodié devant leurs idoles jumelles, les sections entre les mots correspondant aux pauses effectuées par les récitants lors du chant. Renly, Grunaf, Cthulhu, Relais, Grangal, Fathan. Legrasse avait un coup d'avance sur le professeur Webb, car plusieurs des mulâtres faits prisonniers par ces hommes lui avaient révélé le centre de cette formule qui leur avait été enseignée par les célébrants plus âgés. Ce texte en l'état pouvait se traduire de la manière suivante. Du fond de son tombéo, à Riley, Cthulhu rêve et attend. Alors, à la demande générale et pressante de l'assistance, l'inspecteur Legrasse relata minutieusement sa confrontation avec les adorateurs des marais. Un récit auquel mon oncle avait accordé, semblait-il, beaucoup d'importance. Il avait la saveur des plus folles divagations, des faiseurs de mythes et des théosophes, et dénotait chez ces sans-mêlés et autres parias un insoupçonnable degré d'imagination cosmique. Le 1er novembre 1907, la police de la Nouvelle-Orléans avait reçu un appel à l'aide désespéré en provenance de cette région de lagune marécageuse qui s'étend au sud de la ville. Ses habitants, pour la plupart de frustres mais honnêtes descendants des hommes de Lafitte, étaient en proie à la terreur la plus pure depuis qu'un fléau inconnu s'était abattu sur eux au cours de la nuit. Il semblait mettre en cause le vaudou, ou plutôt une effroyable variété de vaudou dont ils n'avaient encore jamais fait l'expérience. Plusieurs de leurs femmes et enfants avaient disparu depuis que les battements incessants d'un tam-tam démoniaque résonnaient dans les profondeurs de ces bois obscurs et hantés où nul n'osait s'aventurer. S'en échappaient également des cris démentiels et des hurlements déchirants, des mélopées cauchemardesques et d'infernales flammes dansantes, à tel point, avait conclu le messager terrifié, que la situation était devenue intolérable pour les habitants du marais.
Un détachement de policiers répartis dans 2 fourgons et une automobile quitta donc la ville en fin d'après-midi, guidé par le messager Transitpeur. Arrivés au bout de la route praticable, ils mirent pied à terre et pataugèrent en silence sur plusieurs kilomètres, sous les inquiétantes frondaisons des cyprès où la lumière du jour ne filtre jamais. Des racines torves et de malfaisants filets de mousse espagnole suspendus aux branches entravaient leur progression, tandis que les vestiges de quelques morbides habitats, ici un tas de pierres poisseuses, là un pan de mur putréfié, intensifiaient l'atmosphère oppressante que chaque arbre difforme et chaque îlot spongieux contribuait à créer. Quand le village de leur guide, une misérable grappe de cahutes se détacha enfin dans le lointain, ses habitants hystériques courent se réfugier autour du groupe de lanternes sautillantes. Le tumulte assourdi, des tam-tams étaient désormais perceptibles au plus profond des marécages, et des hurlements à glacer le sang leur parvenaient par intermittence, chaque fois que le vent tournait. Au loin, par-delà les travées sans fin des bois enténébrés, un flamboiement rougeâtre palpitait derrière de pâles broussailles. Malgré leur peur de se retrouver de nouveau seuls, les villageois effrayés refusèrent catégoriquement de faire le moindre pas en direction de cette cérémonie blasphématoire. Abandonnés par leur guide, Legras et ses 19 collègues s'engouffrèrent donc, seuls, dans d'obscures galeries d'épouvante qu'aucun d'entre eux n'avait jamais foulées. La région dans laquelle les policiers venaient de pénétrer avait la réputation d'être un territoire maudit, que les Blancs n'osaient ni traverser ni explorer. Les légendes qui l'entouraient faisaient mention d'un lac secret, dérobé à la vue des mortels, où demeurait une informe chose blanche et polypeuse, aux dimensions monstrueuses et bardée d'yeux luminescents. Les villageois racontaient à voix basse que des démons aux ailes de chauve-souris jaillissaient à minuit des grottes souterraines pour venir l'adorer. D'après eux, elle siégeait déjà ici bien avant d'Iberville, bien avant la salle, bien avant les Indiens, et même bien avant les animaux et les oiseaux de la forêt. C'était un cauchemar incarné, et poser les yeux sur elle signifiait la mort. Mais elle hantait le songe des hommes, si bien qu'ils en avaient appris assez pour l'éviter. La bacchanale vaudou avait dû à la périphérique de ce domaine interdit. Mais comme si le lieu même de la cérémonie les terrifiait plus encore que les bruits révoltants, et les événements tragiques qui l'accompagnaient. Seule la poésie ou la démence pourrait rendre justice aux clameurs perçues par les hommes de Legras, tandis qu'ils s'enfonçaient péniblement dans ce bourbier obscur, en direction de la lueur rougeoyante et des tam-tams étouffés. Certaines qualités vocales sont propres aux hommes et d'autres aux animaux, et rien n'est plus terrible que d'entendre les unes jaillir des gosiers des autres. La fureur bestiale et la débauche orgiaque engendraient des hurlements et des râles d'une telle intensité démoniaque qu'ils déchiraient la nuit, déferlant sur la forêt obscurcie à la manière d'ouragans pestilentiels vomis par les abîmes de l'enfer. Par moments, les hurlements anarchiques cessaient pour laisser place à un cœur chevronné de voix rock, psalmodiant en rythme cette funeste formule aux prières. Ptnde, Mglanaf, Ktulé, Relais, Vgungal, Fatan. Enfin, les policiers qui avaient atteint un bosquet d'arbres plus minces découvrirent soudain l'affreux spectacle. 4 d'entre eux chancelèrent, l'un perdit connaissance, et 2 autres, fortement ébranlés, poussèrent des cris d'épouvante, heureusement couverts par la folle cacophonie de l'orgie en cours. Legras aspergea d'eau des marais les visages de l'homme évanoui, puis tous se regroupèrent tremblants et comme hypnotisés d'horreur. Au centre d'une clairière naturelle, du marécage se dressait un îlot herbeux, large d'un demi-hectare environ, vierge de tout arbre et relativement sec. Là caracolait et se tordait une indescriptible horde d'humains monstrueux, comme seul aurait pu la figurer un cygne ou un angorla. Complètement nue, cette engeance métissée, braillait, mugissait, se contorsionnait autour d'un gigantesque feu de joie circulaire, au cours duquel se dressait, visible entre les langues de flammes, un monolithe de granit haut d'au moins 2,50 m. À son sommet trônait, incongru dans sa petitesse, la vénérable idole sculptée. Le monolithe cerné par les flammes était également au centre d'un vaste cercle, formé par 10 gibets, auquel pendaient, le cou brisé,
les corps méthodiquement sacrifiés des malheureux villageois disparus. Circonscrite entre le cercle de cadavres et le cercle de feu, une ronde bandissante entraînait les adorateurs excités de la gauche vers la droite en une bacchanale sans fin. Victime d'une hallucination auditive ou bien d'un simple écho, l'un des hommes de Legras, un espagnol au nerf fragile, crut entendre des réponses à l'incantation s'élever de cette obscure et lointaine section des bois qui inspirait tant de légendes et d'horreurs aux natifs de la région. Par la suite, je rencontrai et interrogeai cet homme, Joseph Di Galvez. Il fit preuve au cours de notre entretien d'une imagination débordante, allant jusqu'à prétendre avoir perçu des battements voilés d'ailes immenses ou entrevu des yeux luisants et une titanesque masse blanche par-delà les branchages les plus reculés. Selon moi, le pauvre bougre avait trop prêté l'oreille aux superstitions locales. Cependant, l'étude horrifiée des policiers fut de courte durée. Le devoir passant avant tout, et malgré la bonne centaine d'officiers en métis qui leur faisaient face, les agents se fièrent à leurs armes à feu et plongèrent avec détermination au milieu de l'écœurant attroupement. 5 minutes durant, le vacarme et le chaos de la mêlée défièrent toute description. Les coups de poing le disputèrent au coup de feu et de nombreux hommes prirent la fuite. Mais à l'issue du combat, Legras avait fait pas moins de 47 ombrageux prisonniers, qu'il somma de se rhabiller à la hâte et de s'aligner entre 2 rangées de policiers. 5 adeptes avaient péri durant l'assaut. 2 autres, grièvement blessés, furent emportés par leurs camarades sur des civières de fortune. La statuette, bien entendu, fut soigneusement descendue du monolithe et confiée à Legras. Interrogé au commissariat après un voyage éprouvant tant nerveusement que physiquement, les prisonniers se révélèrent être d'une nature abattardie, vile et mentalement aberrante. Il s'agissait pour la plupart de marins matinés de noirs et de mulâtres, originaires des Caraïbes ou de l'île de Brava au Cap-Vert. Cela même qui donnait à ce culte composite sa coloration vaudou. Toutefois, dès le début de l'interrogatoire, il devint évident qu'ils adhéraient à une croyance bien plus profonde et bien plus ancienne que le simple fétichisme africain. Bien qu'ignorantes et dépravées, ces créatures exprimèrent avec une surprenante cohérence l'idée centrale de leur foi répugnante. Ils disaient adorer les grands anciens, qui vécurent bien des ères avant l'apparition des hommes, et qui, venus du ciel, avaient investi notre monde du temps où il était encore jeune. Ces anciens, désormais disparus, gisaient dans les entrailles de la terre ou au fond de la mer. Mais leurs dépouilles avaient chuchoté leurs secrets dans les rêves des premiers hommes, et ceux-ci leur avaient voué un culte qui subsistait encore aujourd'hui. C'était à ce culte que les prisonniers appartenaient. Selon eux, il existait depuis toujours et perdurerait à jamais, tapi dans les lointains déserts et les obscurs recoins de notre terre, jusqu'au jour où son grand-père Cthulhu s'éveillerait dans sa sombre demeure de Riley, la grandiose cité sous-marine, pour reconquérir le monde. Quand les étoiles seraient propices, il lancerait son appel, et ses adorateurs secrets sortiraient de l'ombre pour le délivrer. D'ici là, rien de plus ne devait être révélé aux profanes. Les prisonniers préservaient un secret que même la torture n'aurait su leur arracher. L'humanité était loin d'être la seule espèce douée de conscience sur cette terre, car des formes surgissaient parfois des ténèbres pour se manifester aux rares fidèles. Il ne s'agissait cependant pas des grands anciens, qu'aucun homme n'avait jamais contemplé. L'effigie sculptée représentait le plus en Cthulhu, mais aucun des prisonniers n'aurait pu dire si les autres grands anciens lui ressemblaient ou non. Comme plus personne n'était capable de déchiffrer l'antique écriture, le savoir était transmis oralement. La prière rituelle ne renfermait pas ce fameux secret, car celui-ci ne pouvait être prononcé à haute voix, mais seulement murmuré. L'incantation ne signifiait rien d'autre que, du fond de son tombeau à Riley, Cthulhu rêve et attend. Seuls 2 prisonniers furent jugés suffisamment sains d'esprit pour être pendus. Les autres furent confiés à diverses institutions. Tous nièrent avoir pris part au sacrifice rituel, alléguant que les meurtres avaient été commis par des créatures aux ailes noires qui avaient quitté leur ancestral lieu de réunion dans les bois maudits pour les rejoindre. Il fut toutefois impossible de leur soutirer une description cohérente de ces mystérieux alliés. Les informations recueillies par la police provenaient pour la plupart d'un métis immensément âgé,
nommé Castro, qui déclarait avoir vogué vers des ports étranges et s'être entretenu avec des prêtres immortels de la secte dans les montagnes de Chine. Les briefs d'horribles légendes dont se souvenait le vieux Castro faisaient pâlir les spéculations des théosophes et soulignaient le caractère jeune et transitoire de l'humanité et de notre monde. Durant de lointains éons, d'autres entités avaient régné sur la Terre, qu'elles avaient peuplé d'immenses cités. Selon les dires des Chinois sans âge que le marin avait rencontrés, les rochers cyclopéens qui parsèment certaines îles du Pacifique étaient leurs vestiges. Ces entités avaient péri bien des millénaires avant l'avènement des hommes, mais certaines pratiques occultes permettaient de les ramener à la vie lorsque les astres retrouvaient l'alignement propice dans le cycle de l'éternité. Elles-mêmes venaient des étoiles, et leurs idoles les avaient accompagnées dans leur chute. Ces grands anciens avaient expliqué qu'Astro n'étaient pas à proprement parler des êtres de chair et de sang. Ils possédaient un corps, comme l'attestait la statuette en pierre d'étoile. Mais ce corps n'était pas constitué de matière. Quand les astres leur étaient favorables, ils pouvaient fendre l'espace et plonger de monde en monde. Dans le cas contraire, ils s'éteignaient. Mais même s'ils avaient cessé de vivre, ils n'étaient pas réellement morts, pour autant et ne le seraient jamais. Ils gisaient au fond de leur tombeau de pierre, au sein de la vaste Rayleigh, préservés par les sortilèges du puissant Cthulhu, dans l'attente de leur glorieuse résurrection, le jour où les astres et la terre seraient prêts pour leur retour. Mais lorsque le moment viendrait, seule une force extérieure pourrait libérer leur corps. Ces mêmes sortilèges qui les conservaient intacts les empêchaient également de prendre l'initiative. Ils étaient réduits à attendre et à méditer, étendus dans l'obscurité pendant que s'écoulaient d'innombrables millions d'années. Ils n'ignoraient toutefois rien de ce qui se passait dans l'univers, car ils communiquaient par la pensée. En ce moment même, ils conversaient sans doute au fond de leur tombeau. Quand du chaos infini avaient émergé les premiers hommes, les grands anciens s'étaient adressés aux plus réceptifs d'entre eux par le biais de leurs songes. Modeler les rêves des humains était pour eux l'unique moyen de transmettre leur langage à nos grossiers esprits de mammifères. Ces premiers hommes, murmurait Castro, avaient dès lors voué un culte aux hautes idoles qui leur avaient montré les grands anciens. Des idoles polies par les vents, stellaires, échouées sur Terre bien des âges plus tôt. Ce culte ne mourrait jamais jusqu'à ce que les astres aient retrouvé leur place. Alors les prêtres clandestins libéreraient le grand Cthulhu de son tombeau afin qu'il ramène ses sujets à la vie et reconquiert son empire sur le monde. Le jour de son réveil serait aisé à déterminer, car il y adviendrait quand l'humanité serait devenue pareille aux grands anciens, libre, sauvage, affranchie du bien et du mal, foulant du pied les lois et la morale, et plongée dans le tumulte euphorique et meurtrier d'une orgie sans fin. Les anciens délivrés enseigneraient alors aux hommes de nouvelles façons de hurler, d'exulter, de tuer et de jouir, et la planète entière flamboierait dans un holocauste d'extase libératrice. D'ici là, la secte devait, grâce aux rituels appropriés, perpétuer le souvenir de ces antiques arcanes et prédire leur retour prochain. Aux premières heures de l'humanité, certains élus s'entretenaient en rêve avec les anciens ensevelis, mais ces échanges avaient pris fin quand Rayleigh, l'immense cité aux monolithes et aux sépulcres de pierre, avait été engloutie par les flots. Les eaux des abysses, abritant le seul mystère primordial capable d'entraver la pensée, sonnèrent le glas de cette communication spectrale. Mais elle survécut dans les mémoires, et à en croire les grands prêtres, la cité remonterait quand les astres seraient propices. Puis vint le temps des noirs esprits de la terre, ces ombres putréfiées, vomies par le sol, qu'accompagnaient d'indistinctes rumeurs jaillies des grottes sous-marines oubliées. Mais Castro n'osa pas en parler davantage. Il s'interrompit brusquement après les avoir évoqués et refusa d'en dire plus, en dépit des trésors de persuasion et de ruse que déployèrent les inspecteurs. Curieusement, le vieux marin répugnait également à décrire la taille des anciens. Quant à la secte, il estimait qu'elle avait pour origine le sauvage désert d'Arabie,
là où Hiram, la secte des piliers, rêve inviolé entre les dunes. Le culte n'avait aucun rapport avec la sorcellerie européenne et demeurait pratiquement inconnu en dehors de ses adeptes. Aucun grimoire n'y faisait jamais vraiment allusion, bien que les Chinois immortels avaient suggéré qu'il exista dans le Necronomicon de l'arabe faux Abdul al-Arzed des phrases équivoques destinées aux seuls initiés, au premier rang desquels ces vers fort controversés. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au fil des âges peut mourir même la mort. Le Grasse, profondément ébranlé et plus que perplexe, avait en vain tenté de se renseigner sur la filiation historique de la secte. Manifestement, Castro n'avait pas menti au sujet de sa clandestinité. Le culte secret comme l'idole avait confondu des experts de l'université de Tuluan. L'inspecteur s'était donc adressé aux plus éminents archéologues du pays lors de leur réunion annuelle, où l'attendait le professeur Webb et son aventure groenlandaise. L'importante correspondance que les membres du congrès échangèrent plus tard entre eux, et à laquelle j'ai pu avoir accès par la suite, démontre tout l'intérêt fébrile qu'avait suscité chez ces historiens le récit de Le Grasse et la statuette qu'il étayait. Même si cela est à peine mentionné dans le compte-rendu officiel des débats publiés par l'association. La prudence est de mise lorsque l'on est, comme ces hommes, régulièrement exposés aux pires impostures et charlataneries. Le Grasse prêta quelque temps l'idole au professeur Webb, mais elle lui fut rendue à la mort de ce dernier, et demeure depuis en sa possession. J'ai pu l'examiner il y a peu, c'est un objet proprement terrifiant, et indéniablement semblable à la sculpture onirique du jeune Wilcox. L'enthousiasme de mon oncle pour l'artiste m'apparaissait désormais bien incompréhensible. Compte tenu du savoir sur la secte qu'il avait hérité de Le Grasse, j'imagine sans mal son émoi devant cet impressionnable jeune homme qui, non content d'avoir puisé dans ses rêves la même créature et les mêmes hiéroglyphes que ceux des fétiches de Louisiane et du Groenland, en avait également extrait rien moins que les 3 mots exacts de la formule psalmodiée par les adorateurs du diable esquimau et les sans-mêlés des marécages. Il était dès lors tout naturel que le professeur Angel ait entrepris sa méticuleuse étude. Je soupçonnais toutefois le jeune Wilcox d'avoir eu au préalable connaissance de la secte, et d'avoir inventé une série de songes propres à en entretenir et à en rehausser le mystère aux yeux de mon oncle. S'il est vrai que le compte-rendu onirique et les coupures de presse compilées par le professeur appuyaient les dires de Wilcox, mon intraitable rationalisme et l'invraisemblance de toute cette histoire m'incitaient néanmoins à adopter les conclusions qui m'apparaissaient les plus raisonnables. C'est pourquoi, après m'être replongé dans l'étude du manuscrit et à avoir recoupé le récit de Le Grasse avec les notes théosophiques et anthropologiques de mon oncle, je me rendis à Providence afin de rencontrer le sculpteur et de lui signifier combien je trouvais méprisable son attitude envers un homme d'un tel âge et d'une telle érudition. Wilcox vivait toujours seul dans la pension Fleur de Lys sur Thomas Street, une affreuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, qui nichait entre les ravissantes demeures de style colonial bâties sur l'ancienne colline, exhibait sa criade façade en stuc à l'ombre du plus beau clocher géorgien d'Amérique. Je le trouvais en plein travail dans son atelier et, au vu de ses œuvres éparpillées, ça et là, je ne pus m'empêcher de le reconnaître en lui un génie authentique et puissant. Il accéda un jour, je le crois, au panthéon des grands artistes décadents, car il a modelé dans l'argile et sculptera un jour dans le marbre les mêmes cauchemars et fantasmagories qu'Arthur Mackenzie évoquait en prose et que Clark Ashton Smith incarne dans ses tableaux et poèmes. Wilcox était un jeune homme brun et frêle, à l'apparence négligée. Sans quitter son siège, il tourna paresseusement la tête vers moi quand je frappai à sa porte et me demanda ce qui m'amenait. Son visage s'éclaira cependant à la mention de mon nom de famille. L'intérêt de mon oncle pour ses rêves étranges avait en effet piqué sa curiosité, d'autant plus que le professeur ne lui avait jamais expliqué la raison. Je me gardais bien de le renseigner sur ce point et m'efforçais au contraire par de subtiles questions
de le pousser à se trahir. Quelques minutes de cet interrogatoire suffirent à me convaincre de son absolue sincérité. Il parlait de ses songes d'une telle manière que l'on ne pouvait se méprendre sur leur authenticité. Ces visions oniriques et l'empreinte qu'elles avaient laissée sur son inconscient avaient profondément influencé son art, et il me montra une statue malsaine dont les contours me firent presque trembler, tant il émanait d'eux une puissante noirceur. Cette créature qu'il n'avait jamais vue avant d'en trouver une représentation en bas-relief au réveil dans son atelier, s'était imposée à lui et avait machinalement pris forme sous ses doigts. Il s'agissait sans nul doute de l'être titanesque qui l'avait obsédé lors de sa crise délirante. Je compris vite qu'en dehors de quelques notions divulguées par mon oncle au cours de leur séance, il ignorait tout de la secte secrète. Je m'efforçais à nouveau de percer le mystère des perceptions nocturnes du jeune homme. L'étrange poésie qu'il insufflait à la description de ses songes était telle que j'eus dû contempler de mes propres yeux les blocs de pierre verdâtres et fangeux de la cité cyclopéenne, dont la géométrie, ajouta curieusement Wilcox, était totalement faussée, et percevoir avec effroi cet appel insistant et un formulaire qui montait des professeurs. Cthulhu, Fagan, Cthulhu, Fagan. Ces mots, tout droit sortis du funeste rituel qui évoquait le demi-sommeil du défunt Cthulhu dans son caveau de pierre à Railay, m'ébranlèrent fortement en dépit de mon pragmatisme convaincu. Il ne faisait aucun doute que Wilcox avait entendu parler de la secte par le passé, puis l'avait oublié dans la masse de ses nombreuses lectures et de ses contemplations fantastiques. Bien plus tard, ce souvenir, de par sa puissance évocatoire, avait retrouvé le chemin de son inconscient au moyen de ses rêves, du bas-relief et de l'abominable statue qui s'offrait à ma vue en ce moment même. En fin de compte, mon oncle avait été victime d'une supercherie involontaire. Sans prétendre pouvoir un jour apprécier ce jeune homme un brin grossier et affecté, j'étais désormais disposé à admettre à la fois son génie et son honnêteté. Je saluai cordialement avant de prendre congé, en lui souhaitant tout le succès que son talent permet d'augurer. Restait l'énigme du culte clandestin qui me fascinait tant que j'ambitionnais d'acquérir quelque notoriété en publiant des recherches sur ses origines et ses affiliations. De passage à la Nouvelle-Orléans, je m'entretins avec Legras et d'autres policiers ayant participé à la rafle. J'examinais l'épouvantable idole et pus même interroger certains des prisonniers mulâtres encore en vie. Le vieux Castro malheureusement était mort quelques années plus tôt. Si elle ne faisait que confirmer les écrits de mon oncle, ces informations obtenues de première main galvanisèrent mon enthousiasme. J'étais maintenant persuadé d'être sur la piste d'une très réelle, très secrète et très ancienne religion dont la découverte pourrait faire de moi un anthropologue reconnu. Fidèle à mes convictions matérialistes d'alors, auxquelles j'aimerais encore adhérer aujourd'hui, je repoussais avec un inexplicable mauvais esprit les concordances entre les coupures de presse et les rêves consignés par mon oncle. Concernant la mort de ce dernier, je commençais à nourrir sur ses causes naturelles quelques soupçons, qui, je le crains, se sont avérés depuis. Il s'était écroulé sur les pavés d'une ruelle étroite et escarpée, qui surplombait des quais grouillants d'étrangers du vieux port, après qu'un matelot noir lui accidentellement bousculé. Je n'oubliais ni les origines métissées, ni les professions maritimes des séides arrêtés en Louisiane, et je n'eus guère été surpris d'apprendre l'existence au sein de ce culte de méthodes et de poisons secrets, aussi barbares et aussi anciens que ces impénétrables rituels et croyances. Legras et ses hommes avaient, il est vrai, été épargnés. Mais on ne pouvait en dire autant d'un matelot norvégien qui avait été témoin de certains événements. Se pouvait-il que les recherches entreprises par mon oncle, après les révélations du jeune sculpteur, soient remontées jusqu'aux sinistres membres de la secte? Je pense à présent que le professeur Angel est mort parce qu'il en savait trop, ou qu'il était sur le point d'en savoir trop. L'avenir seul pourra dire si l'on me réserve le même sort, maintenant qu'à mon tour,
j'en sais beaucoup plus. Voilà pour cet épisode 2 de l'appel de Cthulhu. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas pour moi, je commence à avoir du mal. Je vous attends la semaine prochaine pour le dernier épisode, l'ultime épisode de l'appel de Cthulhu. À la semaine prochaine. Et en attendant, préparez-vous à accueillir les créatures marines, sous-marines, abyssales, le 21 décembre. À bientôt.